durant l'été, retour sur les rencontres avec les entrepreneurs saint-quentinois de cette saison, de l'industrie à l'artisanat en passant par la recherche et le développement. Le Sky Eco raconte la vie des acteurs économiques du territoire, l'occasion aussi de découvrir les activités économiques et les innovations produites à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le chantier a débuté en juin 2019. Le bâtiment Native a été conçu par le promoteur immobilier Codic avec comme locataire le groupe Orange. Une infrastructure de 19 000 m² avec 8 étages. Pour en parler, nous sommes avec Yann Le Gall, le directeur général adjoint de Codic France. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, où en est-on dans ce chantier? Eh bien, écoutez, on est dans le run final. À savoir que nous devons livrer cette opération dans 6 mois à Orange, donc le principal locataire de l'opération, et à HSBC qui l'a acheté pour le compte de sa SCPI, Élysée Pierre. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce bâtiment? Écoutez, c'est le dernier né de Codic France, donc c'est une opération, je dirais, up-to-date et qui intègre tous les besoins essentiels des utilisateurs. Et d'ailleurs, elle a été plébiscitée par un grand utilisateur de la région Île-de-France qui est le groupe Orange, vous l'avez dit. L'idée, c'est de pouvoir permettre à Orange d'adapter ses modes de travail et de pouvoir travailler notamment tout ce qui est mode projet. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'obsolescence du parc tertiaire. Alors avant, on en parlait plutôt sous l'angle de la performance énergétique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enjeu qui nous anime, c'est de pouvoir permettre les nouveaux usages. Et pour ce faire, on adapte la technique de nos bâtiments et notamment, par exemple, tout ce qui est le renouvellement d'air. Nous avons rejoint Isabelle Marie, directrice des projets stratégiques chez JCDecaux. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va parcourir l'histoire du groupe à travers ces mobiliers urbains. Alors déjà, comment ont évolué les mobiliers urbains chez JCDecaux? Alors, ils ont évidemment évolué, même si, et vous en voyez plein d'exemples ici autour de vous, sur ce parc expo du campus de Plaisir. L'abribus, c'est vraiment un des services les plus développés en France et dans le monde par JCDecaux. Et c'est avant tout un service. Donc un service qui a profondément changé depuis 1964 la mobilité dans les villes. Donc aujourd'hui, par exemple, en France, on a plus de 3000 collectivités locales parmi nos partenaires. Et ce mobilier, bien sûr, il sert à attendre le bus confortablement. Il a un design qui est spécifique, qui est très particulier, et c'est une des valeurs cardinales chez JCDecaux que de travailler ce design. Et il accueille des fonctions. Alors au fil du temps, il a accueilli des fonctions par exemple d'information voyageurs, très important en mobilité. Et petit à petit, en fait, il s'est enrichi d'autres services. Je vous donne un exemple des prises USB. Quand on est à court de batterie, on peut se brancher sous un abribus et passer son coup de fil. Et alors, au-delà du mobilier urbain, chez JCDecaux, vous êtes aussi présent dans les usages en termes de mobilité douce. Oui, tout à fait. Et sur les mobilités douces, et en particulier le vélo en libre service, c'est une activité que nous avons développée dès 2003 à Vienne, puis étendue en France. Donc aujourd'hui, par exemple, en France, on opère dans 43 collectivités locales et le taux de satisfaction global de nos systèmes, qui est vraiment plébiscité par les utilisateurs, est de 92%. Donc ça répond à une attente très forte dans les centres urbains, une attente des collectivités locales comme des citoyens pour une mobilité plus partagée, plus douce. Merci Isabelle Marie. Je vous en prie. La première étape est la réception des affiches. On reçoit des affiches imprimées sur du papier FSC issu de forêts gérées durablement. Ensuite, la première étape, ça va être la réception des photos qui va être ensuite complètement informatisée. Ça va rentrer dans notre système et ensuite on va préparer l'ensemble des affiches. Vous voyez ici, comme ce qui passe ici, on va les colliser. C'est la deuxième étape. On va faire du collisage, on va les rouler pour ensuite, comme vous allez le voir sur les images juste derrière, faire des colis pour chaque afficheur. Chaque afficheur va recevoir ses affiches identifiées pour lui-même. Aujourd'hui, on prépare 100 000 affiches par semaine chez JCDecaux. On a à la fois des campagnes pour des annonceurs nationaux, des annonceurs locaux
pour typiquement des commerces de proximité de la ville de Plaisir, mais aussi pour les collectivités pour lesquelles ils peuvent communiquer sur nos dispositifs. Et ça représente quasiment 20% de notre préparation d'affichage. On se remémore le mois de mars 2020, ça a été immédiat, total, en l'espace de 15 jours, tout s'est arrêté et il a fallu trouver des solutions. Donc pour les collaborateurs, ça a tout de suite été la mise en place du chômage partiel. Et ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné dans notre domaine d'activité. Et ensuite, on a cherché des solutions. On se dit, c'est pas possible qu'on reste sans rien faire. Dès le retour du confinement au mois de mai 2020, on a eu l'idée de monter ici, vous en voyez encore les restes ici, d'un studio digital. On s'est dit, notre matériel est là, il dort, les clients ont besoin de communiquer, on va tenter quelque chose, on va tenter de les faire venir ici à Elancourt, dans notre dépôt. On a tout le matériel sur place, on s'est dit, on ne va peut-être pas le louer aussi cher que si on était en événement. Donc proposer à nos clients de venir communiquer à travers l'outil qu'on connaît tous pendant le confinement et pendant ces 2 années, qui est la visioconférence ou le streaming, et on a créé des événements digitaux. Vous avez chiffré la perte que vous avez eue sur ces 2 ans? C'est très simple, c'est un bilan, on parle de chiffre d'affaires, c'est moins 50% de chiffre d'affaires par an. Et là, avec cette reprise d'activité, comment vous la vivez cette reprise d'activité? Alors elle est elle se ressent un petit peu comme l'arrêt, elle est aussi brutale qu'a été l'arrêt. C'est-à-dire que les clients se sont cherchés, les annonceurs et les agences qui sont nos clients principaux mettent du temps à se décider. Et d'un seul coup, on sent qu'il y a une volonté en ce moment de se réunir. Alors, parce que tout ce qui est sanitaire a été un petit peu allégé, on a le droit de se réunir à nouveau, on a le droit de refaire des salons, donc ça donne un petit peu un élan à tout ceci. Malheureusement, c'est sur les chapeaux de roue, c'est tout de suite on-off. On a passé 2 ans extrêmement difficiles avec cette crise sanitaire. On a essayé de jouer notre rôle à travers la crise puisqu'on a mis nos cabines à disposition des soignants et ça a été par contre une vraie expérience. Maintenant, je ne vous cache pas qu'on est heureux d'être là aujourd'hui parce que financièrement ça a été très difficile. Vous savez qu'on nous a indirectement interdit de travailler, donc pour une start-up ça a été compliqué. J'ai été obligé de reprendre un travail, voilà. Donc c'est d'autant plus difficile, c'est qu'il faut travailler dans l'entreprise, plus essayer de relever cette start-up, parce qu'on ne peut pas abandonner. C'est un projet qui a tellement d'impact et qui marche tellement bien qu'on ne peut pas s'arrêter là. Vous êtes un des entrepreneurs français qui avait fait face finalement. Alors comme beaucoup malheureusement, mais il faut savoir que 80% des startups françaises ont été impactées par la crise. Malheureusement, il y a encore aujourd'hui beaucoup de startups qui sont en train de déposer le bilan. J'ai des propres collègues qui ont investi 5 ans de leur vie, parfois 200 000 € de leur poche et qui sont en train de tout perdre. Donc c'est une vraie difficulté. Vous êtes présent aujourd'hui au Tech Innov. C'est la relance? C'est la reprise d'activité, ça y est? Alors la reprise, je ne dirais pas que c'est la reprise, mais en tout cas déjà ça nous fait du bien de repartir dans ce projet. Je suis presque ému de vous dire ça, mais oui. Parce que ça a failli s'arrêter, disons. Oui. C'était extrêmement difficile et vous savez, les gens ne comprennent pas en fait les startups. Ils pensent que une startup c'est des gens qui bricolent dans leur jardin, ce qui n'est pas faux à la base.
Très souvent, ce sont des ingénieurs, ce sont des férus de technologie. Mais ils oublient une chose, c'est que ce sont avant tout aussi des investisseurs. On met beaucoup de temps, mais on met aussi beaucoup d'argent. Moi, c'est 30 ans de ma vie, c'est 30 ans d'économie de ma vie, de carrière que j'ai mis là-dedans financièrement. On a choisi le modèle de l'alternance pour deux raisons. La première, c'est que nous ne souhaitions pas qu'il y ait de barrières financières à l'entrée. On souhaitait répondre à un besoin urgent de compétences des entreprises. Toutes les entreprises aujourd'hui, quelle que soit la taille des entreprises, puisque une TPE, malheureusement des TPE se font aussi attaquer et c'est dramatique, ou des PME pour lesquelles c'est dramatique aussi, jusqu'aux grands groupes et effectivement tout secteur confondu. On va former des experts en cybersécurité, c'est-à-dire des gens qui vont à la fois comprendre les besoins de production de l'industrie, mais avec ce souci de qu'est-ce que potentiellement peut mal se passer et être exploité à des fins malveillantes. Et chaque jour, nous livrons près de 5000 commandes de pièces détachées électroménagers à destination des consommateurs, des particuliers, pour leur permettre justement de réparer leur lave-linge, leur four, leur frigo, leur micro-ondes, leur aspirateur. C'est une société que j'ai fondée donc, il y a 13 ans maintenant, après avoir travaillé une dizaine d'années chez Darty, chez le leader de l'électroménager en France. Et je bossais là-bas dans la centrale d'achat accessoires et pièces détachées. C'est clairement là-bas que j'ai identifié un besoin suffisamment satisfait pour tous les consommateurs, dans toutes les enseignes d'ailleurs, arriver à trouver une pièce détachée ou un accessoire pour entretenir ou réparer son appareil électroménager. Et à l'époque, je me suis dit, ce ne sont que des produits de besoin, ce ne sont que des produits de contrainte. Il y a peu de plaisir à aller chercher en magasin, donc le canal Internet serait un canal fantastique pour distribuer et répondre à ces besoins consommateurs. Donc c'est partant de cette expérience que j'ai décidé de franchir le pas de l'entrepreneuriat et que j'ai lancé SOS Accessoires. C'est l'un des points stratégiques pour le groupe Safran, basculer vers l'avion vert. Pour cela, Safran va investir 4 milliards d'euros entre 2021 et 2025. 3/4 de cet investissement va être accordé à la décarbonation de l'avion. Pour en parler, nous sommes avec le directeur de Safran Tech, Vincent Garnier. Bonjour. Bonjour. Alors, Safran Tech, qu'est-ce que c'est ? Alors Safran Tech, c'est le centre de recherche mutualisé du groupe Safran. Nous travaillons au sein du centre de recherche sur un certain nombre de thématiques transverses à l'ensemble des sociétés du groupe Safran. Et l'objectif est de travailler sur les nouvelles technologies qui vont précisément être intégrées dans l'avion vert à l'horizon de 2035. Le centre de recherche là-dedans est un élément clé. Qu'est-ce qu'on va trouver dans l'avion vert ? Qu'est-ce que Safran va pouvoir y apporter ? D'abord, un moteur beaucoup plus performant que les moteurs, même ceux qui viennent d'entrer en service. Vous savez peut-être, Safran a fait rentrer en service récemment un nouveau moteur qui fait un gain de carburant de 15% par rapport aux avions qui volent en majorité dans la flotte actuelle. Et nous prévoyons d'ici 2035 de faire entrer en service un nouveau type de moteur. Et ce nouveau type de moteur, nous commençons de le préparer dès aujourd'hui. Ça fait l'objet d'un programme de recherche et technologie que nous avons annoncé ici même à Manille-les-Hameaux, il y a un peu plus d'un an maintenant. Le directeur général du groupe l'a fait lui-même pour vous dire l'importance que ce programme revêt pour le groupe. Et donc c'est le premier élément vraiment de l'avion vert vu de Safran, c'est ce moteur qui va faire bénéficier l'avion qu'il portera de 20%
de gains de consommation supplémentaires par rapport à la référence déjà extrêmement performante qu'est le moteur LEAP. On va travailler également dans l'avion vert sur le fait d'alléger tous les équipements. Et là, c'est vraiment des thématiques de type matériaux, beaucoup plus performants, beaucoup plus robustes, beaucoup plus légers, qui vont permettre à l'ensemble des équipements du groupe d'être redimensionnés, vraiment réexaminés au plus profond d'eux-mêmes pour pouvoir faire alléger l'avion qui va les porter. L'autre pilier de cette transformation, c'est la mise à disposition de carburants d'aviation durable. Et donc, dans le cadre de l'avion vert, nous travaillons à ce que toutes les technologies que nous proposons puissent être compatibles avec ces carburants durables. Je suis Christophe Vergne, le fondateur et président de MyPearl. MyPearl, c'est pour My Personal Life Scope. Notre activité est dans la e-santé, ce qu'on appelle la santé numérique. Nous travaillons sur une aide aux professionnels de santé en oncologie, notamment dans leur prise de décision. Il faut savoir que les professionnels ont aujourd'hui de plus en plus de données, d'informations à gérer, et donc le métier est rendu plus difficile. À la fois donc pour une meilleure prise en charge des patients, mais également pour la recherche clinique ou encore des développements en intelligence artificielle. Nous avons développé à ce jour 3 outils. Le premier outil développé par MyPearl est un tableau de bord pour les RCP. Et ce tableau de bord permet de visualiser toutes les informations critiques, pertinentes, sur un patient donné qui va être discuté dans le cadre de ces réunions. Un deuxième qui est une interface patient qui consiste à capter les symptômes du patient qui est en traitement. Et un troisième, en fait, qui est une interface pour l'infirmière de pratique avancée, qu'elle a, on va dire, une sorte de monitoring, d'outils de monitoring du patient, avec à la fois le plan thérapeutique qui a été choisi et la remontée des symptômes de ces patients. Avec nous, le créateur de Day by Day Maurepas, Grand Marché Vrac, Laurent Sec, bonjour. Bonjour. C'est le deuxième magasin de ce format-là. Il y a 75 Day by Day en France, mais ce sont des magasins de centre-ville, épicerie, droguerie, hygiène. Les clients ressortaient des Day by Day en disant c'est génial, mais on ne peut pas faire toutes nos courses puisqu'il n'y a pas les produits frais. Donc on a été un peu plus loin et le concept Day by Day Grand Marché Vrac, c'est un Day by Day de centre-ville, mais qu'on installe en périphérie et sur lequel on va rajouter tous les produits frais avec des commerçants engagés locaux qui m'ont rejoint dans le projet pour défendre les mêmes valeurs que celles que je voulais porter avec Day by Day. Alors justement, on est passé, le fromager, le boucher, le maraîcher. Alors ouais. C'est qui sont toutes ces personnes? Je suis vraiment super fier d'avoir réussi à convaincre ces gens qui m'ont accompagné. Je vais commencer par le boucher, donc la boucherie Cardier. C'était vraiment un message à envoyer aux Maurepaziens aussi, de dire que la proximité et la périphérie pouvaient être complémentaires. Donc la boucherie Cardier, c'est une boucherie du centre-ville de Maurepas et qui a rejoint le projet en plus de son activité. Ensuite, on a derrière vous Ludovic Bizot, meilleur ouvrier de France, qui a une activité à Rambouillet et qui m'a fait l'honneur de me rejoindre dans le projet. Et ensuite, alors pour Ludovic, un petit mot, les produits c'est le terroir, donc c'est vraiment la volonté de proposer une gamme qui correspond à chaque terroir. Je m'appelle Marie-Pierre Siminelli, je suis responsable d'agence bâtiment durable chez Citae. Citae, c'est un peu moins de 60 personnes qui, tous les jours, cherchent à réduire l'empreinte environnementale du bâtiment. Je suis Dominique Renard-Brasy, j'ai fondé Aflia en 2019. Aflia, c'est une entreprise hébergée à Skicube, à l'incubateur de Saint-Quentin en Yvelines. Et la mission d'Aflia, c'est de simplifier le passage à l'économie circulaire dans le bâtiment.
La rencontre avec Afleia, c'est un réseau commun entre notre direction et Dominique Brasi. Le partenariat s'est fait assez simplement par la proximité, puisque BTP Consultant, Citae et BTP Diagnostic sont situés à Saint-Quentin, comme Afleia. On a eu un besoin qui est de développer un outil pour nous faciliter la vie dans notre travail du quotidien, dans la réalisation de diagnostics. PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets. Citae est l'utilisateur d'Akibo, l'assistant digital du diagnostic. Le diagnostiqueur va sur un chantier qui a pour but d'être déconstruit en partie ou en totalité et va pouvoir quantifier la matière sortante. Aquibo, c'est un outil digital qui permet de construire facilement les scénarios de valorisation des déchets sur des chantiers de démolition et de déconstruction. Bonjour, bienvenue chez Mon Baluchon, je m'appelle Sophie Keller, je suis cofondatrice de l'entreprise avec mon associée Coralie. Mon Baluchon, c'est quoi? C'est un site d'e-commerce de proximité, de vente de produits vrac alimentaires et non alimentaires, français, bio, locaux et zéro déchet. Mon Baluchon a été créé donc en mars 2022, mais on a débuté notre activité le 29 avril dernier. Voilà, le site a ouvert à ce moment-là. Les gens commandent sur notre site en ligne voilà, les produits et leurs contenants, puisqu'on a plusieurs types de contenants, des bocaux, des recharges craft biodégradables, mais aussi des bouteilles consignées. Voilà, et ensuite ils choisissent leur mode de livraison, donc livraison à domicile, sur lieu de travail ou en retrait click and collect. Et bien du coup ce matin on va livrer donc sur un lieu de travail à domicile et on va aussi recevoir potentiellement une cliente en retrait en click and collect. Quand le client commande sur Internet, la commande tombe sur notre back-office, on la voit apparaître, on regarde le jour de la livraison ou du click and collect et on prépare sa commande au plus tôt la veille. Bonjour madame. Bonjour. Alors je vous livre votre deuxième commande. C'est ça. Je crois. Exactement. C'est que la première vous a plu? Exactement, ouais non c'était top, donc j'ai commandé en plus gros maintenant. Le chantier a débuté en juin 2019. Le bâtiment Native a été conçu par le promoteur immobilier Codic avec comme locataire le groupe Orange. On regroupe en fait sur cet immeuble des équipes, on provenant de 4 immeubles différents avec des équipes des directions techniques du réseau Orange. C'est l'occasion à la fois de regrouper des équipes qui étaient éclatées par le passé sur plusieurs sites différents, donc de les regrouper et de créer un vrai esprit de cohésion. On est à un peu moins de 1000 personnes, on est autour de 850 personnes de salariés qui vont rejoindre cet immeuble. Native, c'est un projet d'abord qui remplace un immeuble existant qui, les gens s'en souviennent peut-être, était l'immeuble de la Poste sur 5000 m², avec de vieilles tuiles blanches, enfin c'était extraordinaire comme immeuble. Et nous avons pu retravailler un immeuble de 18 m², où nous avons eu la chance de pouvoir rassembler tous les services d'Orange pour en faire vraiment leur quartier des affaires.